Bonjour tout le monde. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'assistance cardiaque. Ce thème a été élaboré par professeur Ziedi Jalel et Dr Zied Deoud. Tout d'abord, deux termes importants sont à connaître. Premièrement, la déférence cardiaque et deuxièmement, c'est l'assistance mécanique. L'objectif donc de cette présentation, c'est de vous montrer l'ensemble des moyens d'assistance circulatoire dont on dispose pour remplacer partiellement ou totalement la fonction cardiaque. Un petit rappel historique, la première CEC s'est faite en 1953, puis la première utilisation de l'ECMO en pratique clinique a vu le jour en 1972. Deux autres dates marquantes de l'histoire. En 1983, c'est la première implantation d'un dispositif d'assistance biventriculaire type Jarvik. Et en 2013, c'est l'implantation du premier cœur artificiel total, CARMAT, par professeur Carpentier. Plusieurs types d'assistance existent et plusieurs classifications. Nous, on va utiliser la classification en fonction de la durée d'utilisation. Et de ce fait, on distingue l'assistance cardiaque de courte durée, c'est quelques jours à quelques semaines, arrivant jusqu'à 30 jours. Et en tête de liste, on dispose de l'ECMO et de l'Impella. Et l'assistance cardiaque à moyen et à long terme, c'est-à-dire quelques semaines à quelques mois, voire quelques années, et dont on dispose donc les Ventricle Assisting Device et le cœur artificiel total. On va commencer donc par l'ECMO. Le principe de l'ECMO, c'est de remplacer la pompe cardiaque avec la fonction respiratoire de façon courte, c'est-à-dire arrivant jusqu'à 30 jours. C'est la première assistance temporaire qui est mise en œuvre après un choc cardiogénique ou une défaillance respiratoire réfractaire au traitement optimal. Pour l'ECMO, l'Extracorporeal Membrane Oxygenation, c'est une ECMO respiratoire véno-veineuse. Mais par abus de langage, cette ECMO, ça veut dire le CLS. Le CLS, c'est l'Extracorporeal Life Support, c'est-à-dire on va supporter le cœur et assister donc la circulation sanguine par cette ECLS. Donc, généralement, c'est par abus de langage qu'on parle d'ECMO, mais c'est généralement une ECLS. Quel est l'objectif de mettre une ECMO? On met une ECMO, c'est surtout pour attendre jusqu'à ce que le cœur reprenne. Ça se voit dans les étiologies réversibles, entre autres la myocardite et la myocardite du postpartum, c'est le midose. Et deuxième chose, dans l'attente d'une autre chirurgie, telle que dans le cadre d'une CIV post-infarctus, on met une ECMO pour soulager les ventricules droits et les ventricules gauche, le temps d'opérer le patient, ou bien dans le cadre donc d'un relais vers une assistance ventriculaire de longue durée, ou bien en attente d'une greffe cardiaque. L'ECMO, ça nous permet donc un bridge to decision, c'est-à-dire elle nous laisse le temps de réfléchir pour choisir la bonne stratégie pour le patient. En pratique, l'ECMO est constitué de 4 éléments, donc on voit comme ici le circuit artériel et veineux, comme l'indique le ticket rouge et bleu, l'oxygénateur, la pompe centrifuge et bien sûr les canules avec lesquelles on va les introduire. Cette ECMO est gérée par une console qui montre le nombre de tours et le débit cardiaque. Ici, comme vous voyez, 4240, c'est le nombre de tours et 2,83, c'est le débit cardiaque. L'ECMO, c'est un circuit donc en fait qui relie le patient par des canules vers la pompe. Comme vous voyez ici, donc il y a la canule veineuse qui est plus interne, c'est elle qui draine le sang du corps humain vers la pompe pour être oxygéné, puis réinjecté au niveau de l'artère fémorale. Comme vous voyez, il y a une deuxième canule qui est raccordée à la canule fémorale. Cette petite canule, c'est une reperfusion au niveau du membre pour éviter donc l'ischémie du membre. C'est une canule qui est mise au niveau de l'AFS, artère fémorale superficielle. Et ça s'appelle une canule de réinjection. Pour ce qui est des ECMO, on distingue les ECMO périphériques et les ECMO centrales. Donc, pour les ECMO périphériques, en tête de liste, il y a l'ECMO véno-artériel fémoro-fémoral
Elle est mise soit en milieu de bloc opératoire ou bien en réanimation et parfois même en urgence en ville. Elle se fait sous anesthésie générale ou anesthésie locale. Voilà, sur le plan technique, donc, soit on va percutaner ou bien par voie chirurgicale, on ouvre et convoyer l'artère et la veine fémorale, donc, et la canule de reperfusion qu'on met au niveau de l'artère fémorale superficielle. D'autres types de canules peuvent être à notre disposition et on peut mettre une ECMO entre l'artère axillaire et la veine fémorale, comme vous le voyez ici, ou bien chez les tout petits, c'est une ECMO jugulo-carotidienne. Parfois, on peut être obligé à mettre des ECMO centrales. C'est généralement une post-chirurgie cardiaque ou pour mieux décharger le cœur. C'est ce qu'on appelle une ECMO centrale qui nécessite une ouverture du sternum avec une cannulation au niveau de différents sites de cardiotomie. Chaque ECMO présente ses avantages et ses inconvénients. Voilà, ils sont cités ici. La gestion de cette ECMO se fait après hypernisation du patient avec surveillance stricte du TCA. Il doit être entre 2 à 3 fois la normale avec une surveillance, bien évidemment, du bilan d'hémostase. Monitorage continu de la pression artérielle sanglante, la température, la SpO2, la DRS. On contrôle toujours le positionnement des canules par une échographie transthoracique ou au mieux une échographie transœsophagienne. Voilà, l'échographie cardiaque est un moment important. Avant la mise en place de l'ECMO, c'est elle qui va porter le diagnostic positif, l'étiologie et décision de mise sous assistance. Pendant l'ECMO, elle permettra le contrôle de la position des canules, per et post-procédure. Et après, elle permettra l'évaluation quotidienne et discuter le sevrage. Différentes complications peuvent survenir sur l'ECMO. La première complication, c'est les complications hémorragiques qui sont assez fréquentes, 30 à 100%. C'est des troubles de l'hémostase ou bien un saignement actif à partir des sites de cannulation. Des complications mécaniques type un débit insuffisant ou bien une thrombose des canules. Des complications ischémiques, surtout au niveau du membre inférieur où siège la canule de reperfusion. Des complications infectieuses, surtout au niveau du site opératoire ou bien des pneumopathies de réanimation. Une destruction des éléments figurés du sang, ce qu'on appelle l'hémolyse, aussi la thrombopénie, vu que le sang circule dans un circuit extracorporel. Une hypothermie, mais là, généralement, l'ECMO est raccordé à un réchauffeur. D'autres complications peuvent se voir, entre autres les complications de décubitus en réanimation avec des escas, et surtout ce qu'on appelle un OAP sous ECMO périphérique. Et c'est quoi cet OAP? C'est lorsqu'il y a une déférence myocardique très importante qui empêche l'ouverture de la valve aortique, vu qu'il n'y a pas assez de flux qui part du ventricule gauche vers l'aorte, le flux passe difficilement à travers la valve aortique. Et en plus de ça, on va faire une ECMO rétrograde, c'est-à-dire on va perfuser au niveau de l'artère fémorale par voie rétrograde avec un bon débit, c'est-à-dire un 5 litres. C'est ce qui va empêcher l'ouverture de valve aortique et empêcher la décharge du ventricule gauche et s'installe de ce fait un œdème pulmonaire. Et dans ce cas, il faut majorer le diurétique, augmenter le dose d'inotrope, éventuellement assister par un autre moyen tel que le ballon de contribution intra-aortique ou bien créer une CIA endovasculaire. Et un des éléments définitifs, c'est de faire un switch ECMO central. Le sevrage de l'ECMO se fait par une décision collégiale avec une baisse progressive des débits jusqu'à ce qu'on atteigne un minimum de 1 litre par minute. Il faudra faire attention à l'anticoagulation, le contrôle échographique après chaque palier et le sevrage est souhaitable si l'index cardiaque devient supérieur à 2,5 litres par minute par mètre carré de surface corporelle, une fraction d'éjection supérieure à 30-35% et une UTP sous-aortique supérieure à 10 cm par seconde. Cette épreuve se fait généralement au bloc opératoire avec ce qu'on appelle une épreuve de clampage et on regarde la stabilisation des éléments hémodynamiques du patient. Les indications, bien évidemment, donc c'est des décisions collégiales sur un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques. C'est une chance de récupération fonctionnelle raisonnable. On ne va pas s'amuser à mettre une ECMO sur des défaillances chroniques. Aucun intérêt dans ce cas.
Et bien évidemment, absence de contre-indication à une transplantation ou assistance ventriculaire ultérieure pour rendre cette technique un bridge à une autre assistance. Bien évidemment, les indications sont des états de choc cardiogéniques avec une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm/Hg, un index cardiaque bas inférieur à 2 litres par minute par mètre carré. C'est un état de choc cardiogénique réfractaire à la réanimation optimale. Différentes étiologies peuvent être la cause, telles que l'IDM, la myocardite surtout, qui est une cause réversible, les cardiopathies chroniques décompensées, les post-cardiotomies, surtout en post-chirurgie cardiaque, ça donne parfois de bons résultats, l'intoxication par des médicaments à effet stabilisant de la membrane, ou bien post-transplantation cardiaque. Alors, on va passer à un deuxième moyen d'assistance de courte durée qui est l'Impella. C'est quoi l'Impella? C'est une turbine qu'on va placer au niveau du ventricule gauche. Donc, elle va aspirer le sang à partir du ventricule gauche pour le réinjecter au niveau de l'aorte. On distingue deux types d'Impella, une Impella A5 ou une Impella 2.5. L'Impella 5, c'est une insertion chirurgicale, tandis que l'Impella 2.5, c'est une implantation percutanée. Voilà le dispositif qui est donc utilisé. Le positionnement se fait sous repérage échographique pour qu'on ajuste bien évidemment la mise en place de cette Impella. Voilà, sur le plan pratique, comment on la met par voie axillaire. Donc, intérêt de l'échographie avant l'implantation, c'est d'éliminer une contre-indication anatomique à l'implantation d'assistance, telle qu'une anomalie thoracique, des calcifications valvulaires aortiques, un arrêtrissement aortique, un bourrelet septal important dans la chambre de chasse du ventricule gauche, un RM serré, un thrombus intravégé qui risque d'être mobilisé. Donc, cette échographie, bien évidemment, permettra l'évaluation de la fonction VG et surtout aussi d'évaluer la fonction ventriculaire droite, car cette technique, la mise en place d'une l'Impella, nécessite un bon ventricule droit. Voilà. Pour ce qui est des assistances mécaniques circulatoires de longue durée, donc on dispose de l'assistance gauche, l'assistance droite, ou bien une assistance biventriculaire, ou ce qu'on appelle aussi le cœur artificiel. On va vous présenter rapidement, donc pour l'assistance gauche, c'est ce qu'on appelle le LVAD, Left Ventricular Assisted Device. Voici donc un HeartMate 2. Le but, c'est de supplémenter ou totalement ou remplacer le débit cardiaque, supprimer la précharge et éjecter dans l'aorte proximale. Son débit peut atteindre jusqu'à 8 à 10 litres. Sur le plan technique, donc, on crée donc un trou au niveau du ventricule gauche de l'apex. Cette turbine doit être alignée avec le septum. Puis, on introduit cette turbine au niveau de la pointe du VG et on relie cette turbine au niveau de l'aorte ascendante par une prothèse endacron. Ce système est relié bien évidemment par une commande. Voici en fin de compte le dispositif. Ce câble est on le fait sortir au niveau de la peau qui va contrôler cette console. C'est la console sur laquelle est inscrit le débit cardiaque, le niveau de charge de la batterie et tous les éléments importants à connaître pour le patient. Et tous les patients disposent de deux batteries. Voici sur le plan donc pratique un dispositif chez un patient en vue réelle. Voilà, une radiographie qui montre donc cette turbine qui est radio-opaque. Et voici la console dont on dispose donc pour contrôler tous les éléments dont on a besoin. Les indications, elles rejoignent les indications de la transplantation cardiaque, c'est-à-dire une fraction d'éjection inférieure à 25%, une VO2 inférieure à 12 minutes par kilo, plusieurs hospitalisations dans les unités de soins intensifs cardiologiques. C'est des malades dépendants des drogues inotropes IV ou bien donc absence et cela nécessite obligatoirement une absence de dysfonction droite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on améliore le débit au niveau de l'aorte, c'est-à-dire on atteint 4 à 6 litres par minute, ce volume de sang va revenir par le système veineux vers le cœur droit. Si on augmente le débit donc gauche,
le débit droit va augmenter. Et si on augmente ce débit sur un cœur droit défaillant, il va aggraver une défaillance droite déjà préexistante. Donc, les éléments de surveillance, ces malades sont mis systématiquement sous anticoagulants, donc avec un INR cible entre 2 à 3. Ils sont mis aussi sous aspirine. Traitement de l'insuffisance cardiaque avec une PAM objectif entre 70 et 80 mm de mercure. Les complications qui peuvent survenir. La première complication, c'est l'insuffisance cardiaque droite, avec une incidence de 10 à 40%. Un traitement, dans ce cas, est nécessaire et on utilisera le monoxyde d'azote, la milrinone, ce qu'on appelle le chorotrope, ou bien implanter une assistance droite. Les facteurs de mauvais pronostic sont pour la mortalité, cette insuffisance cardiaque constitue un facteur de mauvais pronostic important et donc un risque de mortalité assez élevé. D'autres complications neurologiques peuvent survenir, entre autres hémorragiques ou emboliques, et peuvent altérer la qualité de vie et compromettre éventuellement l'indication d'une transplantation. On va passer au cœur artificiel. Le cœur artificiel, c'est-à-dire qu'on va enlever totalement donc, le cœur natif. Le cœur artificiel total est un dispositif biventriculaire pulsatile implantable. Il permet de remplacer les ventricules et les valves natives d'un patient et pompe le sang vers le système, bien évidemment, circulateur pulmonaire et systémique. Le CardioWest, c'est l'élément, donc c'est l'appareil classique le plus utilisé dans le monde, donc pour cette assistance définitive, donc parce que ici on va réséquer le cœur et remplacer par le CardioWest. Voici donc en vue réelle, c'est quoi le CardioWest? C'est un cœur artificiel. Il ne reste du cœur que le toit de l'OG avec les retours de 4 veines pulmonaires et la veine cave supérieure et la veine cave inférieure et le mur postérieur de l'oreillette droite. Sinon, tout le reste, bien évidemment, c'est des cavités pneumatiques avec présence de valves mécaniques, comme vous le voyez sur ce schéma. Bien évidemment, ceci est raccordé par donc, une console à l'extérieur. Le deuxième dispositif qui est actuellement donc, en essai, c'est le CARMAT, le fameux CARMAT qui est donc le cœur artificiel qui a été élaboré par Carpentier. C'est un cœur qui est couvert complètement par du matériel bioprothétique et contient son processeur à l'intérieur donc de corps. Il s'adapte tout seul au débit souhaité, mais il est encore en essai clinique. Ce qui est sûr, donc dans le futur, on ne sait pas vers où on va basculer, soit vers une meilleure adaptation de l'assistance circulatoire avec la nouvelle technologie, ou bien vers la xénogreffe, c'est-à-dire la greffe à partir d'animaux qui sont modifiés génétiquement dont certains tests sont très encourageants pour le moment. Et on ne ratera pas cette occasion pour vous dire que pour encourager le don d'organes et entre autres, don d'organes égale don de vie. Merci.